à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour aider tous ceux qui ont besoin de faire face et de ne pas se laisser abattre par la période actuelle qui est évidemment très difficile et très anxiogène. Alors je vais faire un petit classement, vous donner 3 conseils qui ne sont pas ceux qui sont donnés généralement et qui sont très terre à terre dans peut-être d'autres vidéos chez les psychologues. Alors pourquoi je ne parle pas uniquement des choses terre à terre, je vais les donner quand même comme application concrète, mais je préfère donner des directions et après chacun voit comment lui, dans sa vie à lui et avec sa façon de voir les choses, et bien comment est-ce qu'il pense concrétiser les choses. En plus ce sont simplement des pistes et pas des injonctions, et c'est vraiment pour vous aider, donc chacun prend ce qu'il a à prendre. Alors je me base pour donner ces conseils sur mes lectures en sociologie, en sciences humaines en général, en philosophie. Et j'ai essayé d'en tirer des actions concrètes que j'utilise pour moi-même d'ailleurs. Alors la première chose à faire face à cette situation difficile, mais aussi pour toute situation difficile dans laquelle on se sent impuissant, c'est la compréhension de la situation. Essayez de comprendre la situation plutôt que de l'expliquer. Alors la tentation est grande de vouloir essayer d'expliquer et de vouloir répondre à la question pourquoi. On en arrive à vouloir faire des recherches, ce qui est parfaitement normal, tout à fait humain et même, je dirais, salutaire, parce qu'on a besoin de réponses. Mais il y a des moments où on ne trouve pas encore la réponse. Il faut pouvoir accepter et ne pas se mettre à être complètement obsédé, à passer des nuits à chercher les informations. Ce qui nuit évidemment à notre santé. On peut aller chercher l'information, c'est même recommandé pour notre santé mentale, mais il faut faire attention parce qu'il y a un moment où c'est trop. Donc il faut voir chez chacun où est la limite, avec là ça va trop me fatiguer et je ne vais pas pouvoir continuer et finalement à force je ne fais que parler de ça. Et le moment où, oui, je fais face, je regarde ce qu'il y a à regarder, mais je ne me laisse pas envahir par le défaitisme ou par d'autres idéologies ou des choses qui pourraient complètement me donner envie, par exemple, de me suicider ou des choses comme ça. Voilà. Donc il faut savoir faire le tri, donc faire preuve de discernement, bien sûr. Et c'est ce pourquoi je parle dans cette première partie de compréhension de la situation. Comprendre la situation, vous allez voir que ça a plusieurs sens, ça n'est pas l'expliquer. On peut se dire, il y a plusieurs théories qui s'affrontent, voilà, moi ma théorie ce serait plutôt ça, sachant qu'on peut changer d'avis, changer de théorie, etc. Et on est tous en train de chercher, nous sommes tous des chercheurs en puissance en ce moment, à essayer d'aller chercher le pourquoi. Mais aller chercher le pourquoi, ça n'est pas aller chercher les responsables. Et se dire que, voilà, si on élimine les responsables, le problème sera réglé. Et si on instaure autre chose, d'autres politiques par exemple, parce que c'est un courant ce qui nous arrive vient de plus loin que nos responsables politiques directs nationaux. Ça vient de plus loin, de plus haut, ça met en jeu beaucoup d'aspects de nos vies, dont certains nous dépassent. Donc, vouloir trouver des responsables ne sert à rien. Il faut plutôt essayer de comprendre comment c'est arrivé. Et à ce moment-là, chercher, effectivement. Mais aussi avoir des moments où on pense à soi. Alors, je vais expliquer plus loin, ça sera la deuxième partie. Mais là, je veux compléter ce que j'entends par compréhension. Alors, j'ai d'abord dit comprendre, ça n'est pas forcément expliquer. Mais comprendre comment alors, par le mental, ce que certains appellent le mental, qui est tout ce qui est cognitif, en fait, l'intellect, oui, effectivement, mais on ne comprend pas forcément de manière intellectuelle. D'ailleurs, on n'a pas forcément tous le même bagage d'instruction, comme on disait auparavant,
d'éducation, pour utiliser le mot anglais, et même cette instruction, cette éducation, est-ce qu'elle est suffisante pour comprendre ce qui se passe? Non, elle n'est pas suffisante parce qu'il faut faire appel à d'autres formes d'intelligence, d'autres aspects en fait de notre intelligence, et il faut parler d'intelligence de manière plus globale. Nous avons une intelligence globale, et cette intelligence globale, eh bien, elle a des aspects cognitifs, c'est-à-dire en rapport avec le cerveau et toutes les opérations psychiques, intellectuelles. Et puis, elle a des aspects émotionnels, mais il s'agit aussi d'intelligence. Elle a des aspects sociaux, relationnels, mais il s'agit aussi toujours d'intelligence. Donc nous avons en fait, ça peut être en fait plusieurs formes que prend notre intelligence. Il y a une intelligence aussi du corps. Bon, on sait maintenant qu'on a des neurones, si tant est que les neurones sont ceux avec quoi l'on pense, entre guillemets, toujours. On a des neurones un peu partout. On en a dans le système digestif, mais on en a aussi dans d'autres organes. Donc vous voyez, en fait, il faut penser l'intelligence de manière plus globale et ne pas la cantonner, la réduire à l'aspect cognitif et au cerveau. Donc, comprendre l'intelligence dans tous ses aspects de manière globale. Comprendre la situation de manière globale avec tous les aspects sans en avoir peur. Être dans une confiance déjà par rapport à la vie, notre existence, même à nous, individuelle, et puis l'existence de l'homme sur Terre, donc de l'être humain, et de tout ce qui existe. Et se dire que c'est pas par hasard si on est là et qu'on est là en train de pouvoir penser, réfléchir, méditer, contempler, vivre, respirer. Et on peut prendre conscience de tout ça. Et c'est là que la conscience et l'intelligence peuvent se lier et qu'on n'est plus à ce moment-là dans une vision de l'intelligence uniquement sous un seul aspect, dans une seule dimension et à une seule échelle. Mais l'intelligence, c'est aussi la conscience. Pouvoir être conscient de se dire, voilà, je suis là au présent, aujourd'hui. Alors la peur, évidemment, c'est la différence avec la confiance. La peur ne va pas, comment dire, c'est une hyper-conscience, mais qui va dans le négatif, c'est-à-dire elle est plutôt dans l'avenir ou dans le passé, et elle craint les événements à venir, ou elle craint ce qui pourrait se passer si, effectivement. Voilà. Donc en fait, elle est dans l'hypervigilance de chaque instant, et elle nous empêche d'être présents et d'être donc dans la véritable conscience, qui est celle où là, voilà, on respire, on vit, on pense, on parle, on est avec d'autres, on est avec soi-même, et on est avec le monde, et avec ce grand tout qui fait que la vie est apparue sur Terre. Donc voilà, donc moi je suis plutôt pour une compréhension globale et plutôt qui va dans la bienveillance, c'est-à-dire dans une conscience de la vie, de se dire, ben voilà, on est là, on est vivant. Et ce que je conseille, ce serait d'être à la fois de faire face et à la fois de lâcher prise. C'est-à-dire faire face en ayant des moments où on est là pour se renseigner, aller chercher ce qui se passe, se faire des petits dossiers si on a envie, écrire, etc. Faire face sans avoir peur. Regarder les choses en face. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais sans être dans la colère, dans la revendication. Mais par contre, fortifier une puissance d'esprit, on le verra dans la 3e partie. Mais sans être dans une revendication stérile. Parce que souvent, la revendication, c'est en fait simplement une colère. On lâche nos nerfs sont en train de lâcher, et donc en fait on se défoule. Et puis l'instant d'après, voilà, ça va. Une fois qu'on a bien crié, qu'on a bien pesté, ou pour d'autres qu'on a bien pleuré, et bien voilà,
qu'on a bien crié ou lancé des alertes, mais sans donner de solution. Donc là, c'est stérile. C'est en plus mauvais pour les autres. Parce que quand on est dans cette conscience, on se doit justement d'être là pour les autres aussi, et pas seulement pour soi. Donc, à la fois faire face et lâcher prise. Ce qui nous amène à une sorte d'intelligence qui tend vers la sagesse. Une intelligence globale, ce dont je parlais tout à l'heure, mais qui tend vers la sagesse, c'est-à-dire vers la bienveillance, l'altruisme, et vers une élévation de la conscience. Et lorsque cette conscience s'élève, eh bien, elle est dans la confiance et pas dans la peur. Parce que, évidemment, on est dans une conscience plus basse quand on est dans le matériel, dans la peur, et qu'on fait peur aux autres. Donc ça, c'est la première partie. Comprendre la situation, faire face et lâcher prise. Deuxièmement, prendre soin de soi et à tous les niveaux. Pour prendre soin de soi, alors on dit souvent prenez soin de vous, etc. Mais on ne sait pas trop ce qu'on veut dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais-toi plaisir. Ça veut dire prends soin de toi et ne fais pas attention aux autres. Ça veut dire quoi en fait? On ne sait pas, vous savez, c'est des expressions toutes faites qui sont tendances et voilà qu'on utilise parce que tout le monde le fait. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On se dit, ça dénote d'une certaine bienveillance envers l'autre, envers soi, mais en fait, chacun y comprend ce qu'il veut bien comprendre. Et chacun y met ce qu'il veut bien. Donc, le soin de soi, c'est en rapport avec tous les aspects de soi, tous les aspects de notre personne. Et prendre soin de soi, c'est d'abord changer notre regard sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Alors non pas au niveau de la personnalité et de voilà, est-ce qu'on est plutôt quelqu'un comme ci, comme ça, mais qui sommes-nous en tant qu'être humain, bien sûr. Et changer de regard sur soi, c'est-à-dire sur l'être humain, et en même temps, puisque nous ne sommes pas que un, nous sommes en relation en fait avec les autres êtres, avec la nature, donc avec le monde en fait, avec les autres êtres, et pas forcément les êtres humains, tous les autres êtres, et nous sommes en rapport aussi avec nous-mêmes, notre intériorité, et puis avec aussi ce grand tout, ce qui est à l'origine de tout ce qui existe, qu'on peut appeler Dieu, mais qu'on peut nommer la nature, l'univers, si on a peur d'appeler les choses par leur nom, quoique évidemment ça dénote d'une autre façon de voir les choses, mais je vais en rester là pour cette fois. Donc en fait, changer de regard sur soi et avoir ce regard plutôt plein de confiance, plein de bienveillance, d'espoir. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que nous sommes en fait? Nous sommes pur esprit. Et même si nous avons un corps, et je vous expliquerai à quel point il faut prendre soin de son corps, il est le reflet en fait de notre âme, de même que l'on parle du visage, mais parce que la forme du corps dénote souvent de ce que nous sommes aussi, parce que tout est dans tout, donc en fait tout se reflète, tout interfère. On va changer de visage évidemment si on change d'émotion. Alors par visage j'entends on va changer d'expression du visage. Et peu à peu, le fait d'avoir certains traits de caractère va faire que notre visage va changer de telle et telle manière. Ce sont plutôt tel et tel trait qui vont s'affaisser plutôt que d'autres, etc. Ça, c'est ce que tout le monde sent à l'intérieur, mais on n'en parle pas forcément. Donc, changer de regard sur soi et avoir ce regard bienveillant. Et pour ça, il faut aussi refuser ce rythme machinal, ce rythme de robot qui nous est imposé par la société, qui est un rythme qui n'est pas humain. C'est le rythme qu'on peut nous donner dans des cadences, dans les usines, au niveau du travail, où on veut sans cesse accélérer la cadence. Et puis dans nos vies,
on accélère aussi nos façons de faire en donnant des délais très courts pour, par exemple, rendre certaines pièces. Les administrations nous demandent, nous donnent un délai très court. Pareil, pour acheter certaines choses, on nous dit que si on ne le fait pas tout de suite, dans l'immédiateté, ben, il va se passer telle et telle chose, on va passer à côté de telle aubaine. Et évidemment, des personnes malveillantes ou des institutions malveillantes se jouent de tout ça. Et on est dans un rythme qui est de plus en plus, il nous semble que le temps s'accélère alors que tout simplement à l'intérieur de ce temps qui reste le même, eh bien on a beaucoup plus de choses à y faire rentrer, beaucoup plus de choses qui sont des obligations. Alors qu'auparavant, je parle dans les années peut-être 60, les personnes n'avaient pas toutes ces obligations. Vous pouvez avoir le temps de flâner, de contempler, de rester à ne rien faire, entre guillemets. Alors que maintenant, il n'y a plus de moments creux, de moments où on n'a rien à faire. D'ailleurs, on s'empresse de remplir tous ces temps morts en regardant nos écrans, en écoutant de la musique, et puis on trouve même ennuyeux de regarder quelque chose qui laisse des temps morts. Alors, vous voyez de plus en plus de personnes qui en même temps qui sont en train de regarder la télévision, une émission, un film, n'importe quoi, ou eh bien écoutent à la fois de la musique ou sont en train de suivre des conversations sur Instagram, des chats, voilà, ils font 4 choses à la fois, tout en cuisinant, etc. Parce que on a l'impression que les choses de la vie quotidienne sont une perte de temps. Même dormir serait une perte de temps. Alors voilà le souci, c'est que on rentre dans ce rythme de robot, quitte à devenir un robot qui aurait tout à gérer. Alors évidemment, il y a derrière l'envie de toute puissance d'être quelqu'un qui voudrait être reconnu comme quelqu'un qui arrive à tout faire dans sa vie, à vivre à 100 à l'heure, ou à 200, ou à 1000 à l'heure, et à faire tout un tas de choses. Mais vous savez, ce qui est au bout de tout ça, c'est le burn-out. Même, évidemment, si c'est pas au bout de quelques mois, quand on est plus jeune, on peut supporter tout ça, mais au bout de quelques années, forcément. Le burn-out arrive, pas uniquement à cause du rythme effréné, qu'on ne supporte plus, mais aussi parce que, en plus de ce rythme, il y a d'autres événements de la vie qui font que il y a des épreuves, des choses difficiles, il y a peut-être moins de personnes pour compter et pour nous entourer, nous aider, et on n'est plus donc la personne qu'on aurait voulu qui puisse être reconnue du fait que cette personne accomplit énormément de choses. C'est comment dire, le mythe de la performance qui nous est demandé sans arrêt d'être des surhommes ou des Wonder Woman et de pouvoir tout gérer, gérer les enfants, alors entre guillemets gérer les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que gérer les enfants? Gérer notre travail, gérer les relations, gérer tout ce que la maison, gérer peut-être les papiers, gérer les finances, enfin bon. Tout est à gérer. Et voilà. Donc vous l'avez bien compris, pouvoir changer de rythme, refuser ce rythme et prendre des temps pour ne rien faire, ce qui est très reposant, même si c'est évidemment culpabilisant, mais trouver des temps pour ne rien faire et une autre régularité, un autre rythme, celui qui nous convient. Une autre régularité. Alors régularité, pourquoi? Pour avoir des repères dans la vie, parce que à l'époque hyper moderne que nous vivons, nous n'avons plus de repères qui étaient auparavant, par exemple, qui pouvaient servir de repères dans la semaine, l'alternance et la différence entre le week-end et la semaine, la différence entre le jour et la nuit, l'alternance entre des périodes de repos et des périodes d'effort de travail, l'alternance entre les loisirs et les efforts, etc. En fait, maintenant, tout se mélange. On peut faire des loisirs tout en étant en cours pour les étudiants ou à l'école pour les élèves ou tout en étant en train de travailler. Voilà, c'est-à-dire il y a des jeux en ligne, il y a des choses comme ça qui tiennent d'ailleurs, qui sont addictifs, évidemment. Et on en vient à ne plus faire la différence
on est toujours dans cette difficulté à discerner. Et donc, discerner, c'est ça, hein, faire la différence entre ces périodes-là. Alors, il peut y avoir un engouement de se dire qu'on s'affranchit, qu'on sort d'un carcan de la vie quotidienne, quand justement on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut. Ça dure un temps, c'est-à-dire manger quand on veut, etc. Mais sans être dans une rigidité qui serait sclérosante, qui serait trop limitative, qui nous ferait au contraire ressembler à des robots, on peut aussi se donner des repères. Au moins pour manger de manière régulière et prendre le temps de manger. Et puis des temps où on ne mangera pas. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait d'être toujours en train de manger. Vous voyez aussi les Américains qui peuvent acheter tout ce qu'ils veulent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, trouver son propre rythme et sa propre hygiène à tous les niveaux, c'est-à-dire hygiène mentale, hygiène émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est, par exemple pour l'hygiène émotionnelle, quand on a dû supporter des choses qui sont difficiles, pouvoir trouver des moments de défoulement, où on n'est plus qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on rigole, on s'amuse, on court, voilà, en fait. Voilà, alors des choses qui sont évidemment compatibles avec une vie sociale et qui sont saines, bien sûr, sans vouloir faire du mal aux autres, etc. Mais des moments de défouloir qui sont importants, des moments aussi où on peut être avec la personne que l'on aime et puis voilà, pouvoir se parler comme des enfants, pouvoir voilà, ça c'est important, avoir des moments où on est comme ça, où on n'est pas dans le contrôle. Alors une hygiène mentale aussi, c'est-à-dire que ne pas être tout le temps en train d'étudier, de lire, d'analyser, mais avoir des moments où on n'analyse plus. Alors le rire comme enfin tout ce qui défoule est une bonne manière, tout ce qui tient de l'humour sain évidemment, est une bonne manière de se défouler. Le sport aussi. Euh, euh, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent ou alors aussi qui peuvent amener à être dans notre état de conscience où on oublie tout, on veut tout simplement aider notre cerveau à se ressourcer. Et pas seulement notre cerveau, notre corps entier, mais aussi le cerveau. Donc là, je parlais de l'hygiène mentale, l'hygiène intellectuelle, et donc, voilà, des moments où on fait vraiment, où on s'amuse. Voilà, tout simplement. Alors j'avais pensé à autre chose aussi, oui, s'évader. Regarder un film où on s'évade complètement, qui est complètement aux antipodes de tout ce qu'on pense, etc. Mais on ne veut pas réfléchir, on veut tout simplement être dans le divertissement. Voilà, alors de temps en temps, voilà, savoir alterner entre le divertissement et pour se faire plaisir, comme une récompense, en fait, comme quelqu'un qui dirait, bah voilà, je vais avoir, une fois que j'aurai bien travaillé, j'aurai mon bonbon. Voilà. Si on est tout le temps dans le travail ou tout le temps dans le divertissement, il n'y a plus de différence et donc on va forcément faire un burn-out ou une overdose en tout cas. Donc avoir des périodes de repos aussi, savoir se reposer. Et donc savoir se reposer, c'est aussi reposer son corps. Voilà, son corps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps à faire du sport, ou alors à étudier, ou alors à apprendre, ou alors à travailler, etc. Il faut aussi que le corps se repose et ne soit pas en activité. Donc à ce moment-là, ça veut dire dormir, s'allonger. Peut-être qu'il faudra s'allonger 4-5 fois pour méditer, pour réfléchir, pour dormir, pour simplement se reposer les yeux, etc. Mais voilà, si le corps le demande, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc des périodes de repos, savoir se reposer. Et à ce moment-là, on est ce qu'on appelle aligné. Alors bon, ce terme est beaucoup utilisé, il est à la mode. Alors je vais l'utiliser, mais effectivement, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que tous les aspects de soi sont alignés parce qu'on les aligne. On fait l'effort de vouloir les aligner. Donc
Il faut le vouloir hein, pour ça, et puis s'en donner les moyens. C'est-à-dire se réserver des plages pour se reposer, des plages pour reposer son esprit, pour faire autre chose, pour se divertir, et puis des plages pour travailler et ne pas être que dans l'oisiveté, ce qui est extrêmement mauvais aussi. Et pour regarder les choses en face aussi, prendre des temps aussi pour peut-être réfléchir à la situation, réfléchir sur soi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement dans l'activité qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir, alors qu'elles voudraient réfléchir sur elles-mêmes, sur ce qu'elles vont faire dans plusieurs années, et elles ne peuvent même pas réfléchir à la situation. Donc prenez des temps pour cela. Donc ça c'était la deuxième conseil. Alors le troisième, c'est se fortifier une puissance d'esprit pour être fort. Alors certains diraient mentalement. Moi je vais plutôt parler de la force de l'esprit, donc la puissance de l'esprit plutôt que la force du mental. Parce que par mental on entend souvent l'intellect, alors qu'en fait c'est l'esprit. C'est-à-dire c'est à la fois notre cœur et notre intellect et tout ce qui est spirituel. Donc tout ça ne fait qu'un en fait, parce que nous sommes un, nous sommes unifiés, nous sommes en cohérence, alignés si l'on peut dire, avec nous-mêmes. Et donc tout ça tient de la croyance, c'est-à-dire qu'il faut que la croyance soit en rapport avec le reste, sinon ça ne marche pas. Quand on veut changer, en fait, il faut que ce que l'on fait, par exemple, je pense au régime, si on veut maigrir par exemple ou grossir, eh bien on va nous dire, voilà, il y a une méthode, voilà comment faire, il faut manger ça, ça et ça, il faut faire tel et tel sport, enfin bref, voilà, il y a une méthode. Mais si vous avez la méthode, mais qu'en fait vous n'y croyez pas, ou vous n'avez pas cette croyance ou cette compréhension, vous voyez, globale, dont je parlais tout à l'heure, qui tient aussi de la croyance, c'est-à-dire cette foi en vous-même, cette foi, ce fait que vous allez y arriver, parce que vous avez compris comment ça fonctionne, et au fond de vous, vous savez que vous pouvez y arriver. Voilà, ça tient de la foi en fait, hein, c'est même pas une croyance, mais c'est plutôt une foi. C'est là la différence entre la puissance de l'esprit et la croyance qui serait plutôt dans la force du mental, vous voyez. Alors on peut penser que c'est une différence de mots, mais en fait, c'est une différence de concept. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que par la puissance de l'esprit, on inclut le cœur, on inclut le mental, c'est-à-dire l'intellect, tout ce qui est cognitif, mais on inclut aussi l'esprit, c'est-à-dire le fait de croire et d'avoir la foi. Voilà ce que je veux dire par croire, et pas seulement croire en se disant on n'est pas sûr, on doute. Et c'est sûr que dans le mot croire, il y a aussi inclus le doute. Donc c'est pour ça que je préfère le mot de foi. Et alors, on croit à quoi? On croit, alors on est sûr, on a la foi en quoi? Eh bien, en cette capacité d'auto-régénération qu'a notre corps, notre esprit, que nous avons nous-mêmes. En fait, on est capable de tout reconstruire. Admettons qu'on perde tout dans la vie. Il y a des personnes qui perdent tout, qui n'ont plus de maison parce que leur maison a brûlé, qui n'ont plus d'argent, qui sont du coup endettés à cause de ça, qui n'ont plus d'amis parce que leurs amis sont morts, ou leur famille, ou qui ont perdu des enfants. Je crois qu'il y a des histoires comme ça. Des personnes qui ont écrit des livres là-dessus et qui plusieurs fois perdu toute leur famille et leur maison, etc. Il y a des personnes comme ça qui ont tout perdu, mais grâce à la puissance de leur esprit, c'est-à-dire grâce à leur foi, ont réussi à repartir de zéro et plusieurs fois dans leur vie. Donc on a une capacité d'auto-régénération en nous, si on le veut bien. Évidemment, cette capacité d'auto-régénération, elle s'adosse souvent sur une foi en Dieu, en ce grand tout, ou cette source de toute existence, cette source de toute vie qu'on peut appeler comme on veut. Moi je l'appelle Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais elle s'adosse souvent sur cette foi-là, sur cette foi en ce grand tout, en l'existence de la vie, en l'origine de la vie. Voilà, donc en fait,
3 pistes pour vous aider si vous êtes perdu, si vous vous dites que tout est foutu, que le monde va à sa perte, que c'est la fin du monde ou l'apocalypse, etc. Admettons que le pire soit devant nous. Admettons qu'il le soit devant l'espèce humaine, devant le monde, ou bien quelque chose peut-être pire que la destruction du monde, c'est-à-dire un monde d'esclavage fait par la domination d'un petit nombre qui dominerait les autres, qui les réduirait en esclavage, ou de manière à ce qu'ils deviennent un peu comme des robots, et puis qu'ils n'aient même pas conscience de ce qu'ils sont, ou que leur soit interdit tout un tas de choses, ou qu'ils soient un peu comme le monde d'Orwell, ou qu'ils soient complètement étrangers à eux-mêmes. Admettons, si on a tout perdu, reste encore la vie de l'esprit. Et si l'on croit justement à quelque chose après la mort, mais la plupart des gens, même s'ils ne croient pas en Dieu ou une vie après la mort, à certains petits événements, tout d'un coup, ont conscience qu'ils sont finalement des croyants et qu'ils croient à quelque chose après. Eh bien, si on croit à quelque chose après, ce serait quoi? Ce serait forcément une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie de l'esprit, mais sans le corps, puisque le corps serait mort à cette vie matérielle. Donc si on croit à une vie spirituelle après la mort, pourquoi ne pas se préparer maintenant? Se préparer à être à l'intérieur de soi, à pouvoir avoir un rapport à soi plutôt que d'éviter de se regarder et penser qu'on est du vide à l'intérieur, plutôt aller regarder en soi et puis aller épuiser justement l'origine de toute vie et aller voir, interroger dans notre rapport à soi, dans notre intériorité, notre rapport à ce grand tout, à cette origine de toute vie, qu'est Dieu ou que l'on peut appeler comme on veut. Et à ce moment-là, tous les autres rapports, c'est-à-dire le rapport au monde extérieur, le rapport aux autres, va s'en trouver forcément modifié. C'est ce qui fait dire à beaucoup que changez-vous et vous changerez le monde. Parce qu'effectivement, quand on se change à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ose regarder avec cette bienveillance et cette foi, en se disant que il ne peut rien nous arriver parce que on a la foi. On a la foi dans l'origine de la vie, qui est cette origine bienveillante, cette intelligence globale beaucoup plus immense que nos petites intelligences à nous, et qui est la somme de toutes les intelligences, plus l'intelligence collective et puis ce qui est l'origine de toute vie. Donc imaginez cette intelligence globale qui est à la fois spirituelle, émotionnelle, sociale, cognitive aussi, et qui n'est plus qu'un pur esprit. Ça doit être quelque chose de merveilleux, d'immense, etc. Et si l'on croit en soi, si l'on a foi en soi et donc en toutes ces choses, rien ne peut nous arriver. Même s'il nous arrive des choses horribles, par exemple que le corps soit torturé, ou qu'un monde apocalyptique ou un monde complètement orwellien arrive sur Terre, eh bien, quelle importance, puisque l'esprit, lui, peut s'élever, et s'il s'est déjà élevé, s'il est déjà préparé, alors, vous voyez ce que je veux dire? Alors, où est le problème? C'est un faux problème, puisque ça veut dire que la mort n'existe pas. La mort telle qu'on la conçoit avec juste la mort du corps, en fait. Voilà, la mort du corps, en fait, c'est juste un passage et en fait, il y a de l'esprit après. Donc, autant se préparer à la vie de l'esprit et commencer à développer, par exemple, son intuition, écouter ses ressentis, prendre du temps pour méditer, pour prier, pour contempler le monde tel qu'il est, contempler le moment présent. Et on va voir à ce moment-là qu'on n'a pas seulement des réflexions qui sont purement intellectuelles, mais on va voir plein de choses qui vont arriver comme ça et qui seront des choses
qui montre bien que nous avons, que nous sommes aussi spirituels, que nous sommes aussi des êtres avec un aspect spirituel. Alors si effectivement on se reconnaît comme un être spirituel, bien évidemment, on n'a plus peur de rien, parce que même si l'on a peur, on peut s'en remettre au grand tout, à l'origine de toute vie et de toute existence. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans la peur. Voyez? Donc à ce moment-là, l'argent, toutes ces choses-là, on saura faire ce qu'il faut pour nos vies, pour honorer nos vies, notre corps, nos corps, les personnes que l'on a autour de soi. On ne va pas les considérer comme rien, au contraire, on va prendre soin de soi et soin des autres, soin du monde, donc de l'environnement, etc. Mais on saura que si des catastrophes ou des choses comme ça arrivent, ne pas être dans la peur, mais dans la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.